Bienvenue dans notre voyage au cœur du monde brutal et complexe de la guerre médiévale. Au cours des 100 prochaines scènes, nous découvrirons comment les armées médiévales étaient véritablement construites, du chaos après la chute de l'Empire romain à l'essor des soldats professionnels et des campagnes dévastatrices. Il ne s'agit pas seulement d'épées et de boucliers, il s'agit de personnes, de loyauté, de pouvoir, de religion, de peur et de survie. Nous explorerons la vie des paysans contraints de prendre les armes, des chevaliers formés au combat dès l'enfance, des commandants qui ont façonné des nations et des mains invisibles derrière chaque armée, l'argent, la nourriture et la foi. Si vous vous êtes déjà demandé comment on faisait la guerre avant les fusils et les chars, cette série est faite pour vous. Alors abonnez-vous, prenez une coupe de quelque chose de fort et rejoignez-nous pour un retour au XIe siècle. Là où les seigneurs féodaux régnaient, où les frontières étaient tracées dans le sang et où les armées n'étaient pas nées, elles étaient construites. Que la campagne commence. Après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, en 476 après J.C., l'Europe ne plongea pas dans le silence. Elle sombra dans le chaos. Sans gouvernement central, le pouvoir se fragmenta entre les mains de seigneurs de guerre régionaux, chacun taillant son propre territoire à la pointe de l'épée. Les anciennes provinces romaines devinrent des champs de bataille, où les villes autrefois coopératives se transformèrent en enclaves fortifiées. Les routes tombèrent en ruine, le commerce s'effondra, et la protection devint un privilège réservé à ceux qui offraient loyauté et force. Ces seigneurs locaux, désespérés de maintenir leur autorité, commencèrent à rassembler des partisans armés, des hommes prêts à se battre en échange de terres, de nourriture ou de statuts. Ce n'étaient pas encore des armées professionnelles, mais les débuts bruts des milices féodales. L'absence de loi et d'ordre engendra une logique brutale. Si tu ne pouvais pas défendre ce que tu possédais, tu le perdais. C'est ainsi que l'armée médiévale prit racine. L'État ne te protégeait plus. Ton épée le faisait. Bienvenue à l'ère féodale, où la violence et le pouvoir dictaient l'ascension des armées qui allaient bientôt façonner l'Europe pendant des siècles. Dans l'Europe médiévale, la guerre n'était pas seulement inévitable. Elle était essentielle. En l'absence d'une autorité centrale pour arbitrer les conflits, la violence devint le langage de la négociation. Les seigneurs ne se battaient pas par haine, mais par nécessité. La terre équivalait à du pouvoir, et celui qui contrôlait plus de territoire détenait plus de richesses, de main-d'œuvre et d'influence politique. Les châteaux n'étaient pas de simples habitations, c'étaient des forteresses militaires protégeant des revendications. Même les insultes mineures pouvaient dégénérer en conflits armés, et les querelles de succession opposaient souvent des frères entre eux. Les raids étaient de fréquents, non seulement pour conquérir des terres, mais pour voler des récoltes, du bétail ou même des villageois contre rançon. La rareté des ressources après l'effondrement de Rome intensifia la compétition. Et lorsque l'Église entra en jeu, déclarant des guerres saintes et accordant une justification divine, les effusions de sang atteignirent de nouveaux sommets. La guerre n'était plus une tragédie, c'était une carrière, un rituel, un chemin vers la gloire. Dans ce monde, la paix n'était qu'une pause entre deux campagnes. Le champ de bataille devint l'arène où le pouvoir se prouvait et la survie se méritait. La société féodale était une échelle rigide, et chaque échelon portait une épée. Au sommet se trouvait le roi, souverain par droit divin, mais son pouvoir n'était aussi fort que les nobles qui le soutenaient. Ces seigneurs et barons contrôlèrent de vastes terres et juraient fidélité au roi en échange d'autonomie et de protection. En retour, ils fournissaient une aide militaire, troupes, chevaux et armes, lorsque cela était requis. En dessous se trouvaient les chevaliers, guerriers jurés à leur seigneur, formés depuis l'enfance au combat et à la chevalerie. Ensuite venaient les vassaux et petits nobles, gérant de plus petits domaines, chacun responsable d'une poignée de combattants. Tout en bas se trouvaient les paysans et les serfs. Bien qu'ils ne combattaient que rarement, ils fournissaient la nourriture, le travail et les impôts qui faisaient tourner la machine de guerre. En temps de guerre, ils pouvaient être appelés comme milices. Chaque niveau de cette pyramide jouait un rôle dans la préparation militaire. La loyauté était imposée par des serments, entretenus par la peur et liés à la terre. Ce n'était pas seulement un système économique, c'était le squelette de l'armée médiévale.
Dans le monde médiéval, l'épée et la croix marchaient souvent côte à côte. L'Église n'était pas seulement une autorité spirituelle, mais une puissance politique et militaire. Du prêtre de village local jusqu'au puissant pape à Rome, le clergé exerçait une immense influence. Lorsque le pape déclarait une guerre sainte, des royaumes entiers répondaient à l'appel. Les croisades en étaient l'exemple le plus évident. La ferveur religieuse était utilisée comme arme pour mobiliser des milliers de personnes à travers l'Europe, dont beaucoup n'avaient jamais quitté leur village. Les bénédictions papales pouvaient transformer un meurtre en martyr. Les évêques revêtaient une armure, les monastères financèrent des campagnes, et les reliques étaient portées au combat comme symbole de la faveur divine. Pour les seigneurs, s'aligner avec l'Église légitimait leur conquête. Pour les paysans, combattre au nom de Dieu promettait le salut. L'Église n'observait pas simplement les guerres des rois, elle les façonnait. Elle présentait l'effusion de sang comme un chemin vers le paradis, rendant ainsi la guerre sacrée. Dans l'esprit médiéval, il n'y avait pas de cause plus noble que de tuer pour une cause supérieure. Être un guerrier dans le monde médiéval n'était pas seulement un rôle, c'était une vocation sacrée. Un véritable chevalier ne combattait pas seulement pour l'or ou la gloire, mais pour l'honneur, la loyauté, la foi et le sacrifice. Dès leur plus jeune âge, les fils de nobles étaient instruits dans les idéaux de la chevalerie. Défendre les faibles, servir leur seigneur, protéger l'Église et ne jamais fuir le combat. Ces codes n'étaient pas toujours respectés, mais ils façonnaient la manière dont les chevaliers se voyaient eux-mêmes et dont les autres les jugeaient. Les meilleurs guerriers n'étaient pas seulement habiles à l'épée ou à la lance. On attendait d'eux qu'ils soient vertueux, obéissants et intrépides. Mourir au combat n'était pas un échec, c'était un accomplissement. L'identité du guerrier était profondément spirituelle. Il voyait son épée comme la justice de Dieu, son armure comme un bouclier de droiture. Qu'il défende un château ou charge dans une guerre sainte, le combattant médiéval était plus qu'un corps musclé. Il représentait l'ordre dans un monde chaotique. Cet idéal, bien que souvent idéalisé, était assez puissant pour pousser des hommes à donner leur vie sans hésiter. Dans le monde médiéval, tout le monde ne choisissait pas de se battre, mais presque tout le monde pouvait y être contraint. Les armées étaient constituées d'un mélange de volontaires, de conscrits et de paysans réticents. Lorsqu'un seigneur partait en guerre, il faisait appel à ses vassaux, qui à leur tour convoquaient leurs tenanciers et serfs. Certains rejoignaient volontairement, poussés par la loyauté, la foi ou des rêves de gloire. D'autres étaient contraints par le devoir, les menaces ou la pauvreté. Pour beaucoup, refuser n'était pas une option. Dire non signifiait perdre ses terres, sa protection, voire sa vie. Le recrutement était souvent chaotique. Annonces publiques sur les places, levées forcées dans les villages, voire rafles nocturnes. Un fermier pouvait labourer son champ le matin et marcher avec une lance le soir même. Peu recevaient une formation. La plupart recevaient une arme, une prière et l'ordre de se tenir en ligne. L'armée devenait le reflet du patchwork social. Fils de nobles, paysans en colère, pèlerins dévots, tous rassemblés sous une même bannière. C'était une guerre par nécessité, et pour beaucoup, la seule issue était d'avancer vers la bataille. Toutes les épées de l'Europe médiévale n'étaient pas liées par la loyauté ou le serment. Certaines étaient engagées. Les mercenaires, soldats de fortune, ne combattaient pas pour des rois ou des causes, mais pour de l'or. Ils venaient de tout le continent. Piquiers suisses, arbalétriers italiens, hallebardiers allemands. Les compagnies de mercenaires offraient des troupes professionnelles aguerries aux plus offrants. Moyennant un prix, ils assiégeaient des châteaux, brûlaient des villages ou défendèrent des villes. Certains gagnaient en renommée, autant craints que respectés. D'autres devenaient hors la loi, pillant les terres qu'ils étaient censés protéger. En temps de paix, ils devenaient une menace. Des hommes armés sans guerre à mener ni terres où retourner. Les dirigeants comptaient sur eux autant qu'ils s'en méfiaient. Mais lorsque la guerre menaçait et que les levées locales étaient insuffisantes, les mercenaires comblaient le vide. Ils apportaient discipline, expérience et brutalité. Dans un monde régi par le chaos et l'ambition, la loyauté d'une lame louée pouvait faire la différence entre le triomphe et la ruine. Pourquoi un homme prendrait-il l'épée dans un monde où la mort était presque certaine? Pour certains, c'était une question de survie.
Les paysans, écrasés par les impôts et la famine, voyaient dans l'armée leur seul échappatoire. Un repas par jour, un toit au-dessus de la tête et quelques pièces en poche, mieux que mourir de faim dans les champs d'un seigneur. Pour d'autres, c'était la liberté. Parfois, les criminels avaient le choix, la potence ou le champ de bataille. Il y avait aussi les rêveurs, de jeunes hommes en quête de gloire, d'aventure ou d'un moyen d'échapper à l'anonymat. La promesse de terre, de butin ou d'un nom chanté dans les ballades suffisait à les faire tout abandonner. Et n'oublions pas le désespoir. La guerre accueillait les désespérés. Qu'ils fuient les dettes, la vengeance ou une récolte ruinée, l'armée les prenait tous. Une fois en uniforme, les motivations s'estompaient. Ce qui restait, c'était la survie, la camaraderie et l'espoir qu'une bataille de plus pourrait enfin changer leur destin. Être chevalier dans l'Europe médiévale signifiait appartenir à une caste guerrière d'élite, alliant compétences martiales et naissance noble. On ne naissait pas chevalier, mais si l'on naissait fils de noble, on était destiné à le devenir. L'entraînement commençait dès l'âge de 7 ans. D'abord comme page, au service d'une maison noble, apprenant l'étiquette, l'équitation et les bases du maniement de l'épée. À 14 ans, on devenait écuyer, suivant d'un chevalier, s'occupant de son armure, de son cheval et s'imprégnant du rythme brutal de la vie de campagne. Ce n'est qu'après avoir fait ses preuves à l'entraînement, voire au combat, qu'on pouvait être adoubé, souvent lors d'une grande cérémonie religieuse. Mais la chevalerie était plus qu'un titre. C'était un contrat à vie. Défendre son seigneur, servir son peuple, respecter le code de la chevalerie. Les chevaliers étaient les tanks de leur époque, blindés, montés et redoutables. Pourtant, sous le métal, il y avait un homme forgé par des années de discipline, de devoir et souvent un profond conflit intérieur entre l'idéal et la réalité. Devenir chevalier était une transformation à vie. Il ne suffisait pas de manier une épée, il fallait la maîtriser, ainsi que tout ce qui l'entourait. L'entraînement commençait dès l'âge de 7 ans, lorsque les garçons nobles devenaient pages, apprenant les règles de la cour, lisant les écritures et s'occupant des chevaux. La formation physique était brutale, des heures de course en armure, des combats simulés avec des armes en bois et des chevauchés jusqu'à avoir les jambes engourdies. En tant qu'écuyer à l'adolescence, il servait de vrais chevaliers au combat, découvrant de première main le sang, la peur et l'épuisement. Mais ce n'était pas qu'une éducation martiale. La chevalerie exigeait du caractère. Ils étudiaient la poésie, la religion et le droit. Ils apprenaient à saluer, à parler avec élégance et à servir avec humilité. Chaque chute de cheval était une leçon de résilience. Chaque duel perdu, une épreuve d'orgueil. Et quand le moment venait, la chevalerie était conférée non pas avec des trophées, mais avec des bénédictions, des serments et une lame touchant doucement les 2 épaules. Un chevalier se forgeait non pas sur le champ de bataille, mais au fil d'années de sacrifices, de discipline et de dévouement. Il ne portait pas d'armure, il ne montait pas à cheval, mais il pouvait changer le cours d'une bataille d'une seule salve. Les archers médiévaux, en particulier les archers anglais à long arc, comptaient là parmi les forces les plus redoutées du champ de bataille. Armés d'arcs en nif de près de 2 mètres, qui demandaient des années de maîtrise, ils pouvaient transpercer une armure à plus de 180 mètres. Ce n'étaient pas des nobles, mais des paysans aguerris formés dès leur jeunesse. Leur force venait de la discipline et de la coordination. Lors de batailles comme Crécy et Azincourt, des milliers de flèches obscurcissaient le ciel, tombant comme la mort. Aucune chevalerie ne pouvait les arrêter, aucune charge ne pouvait survivre. Les archers combattaient derrière des pieux en bois, dans des champs boueux, utilisant le terrain et le rythme comme arme. Ils brisaient les lignes de cavalerie, désorientaient l'infanterie et semaient le chaos avant même que les épées ne s'entrechoquent. Souvent oubliés dans les récits épiques, les archers étaient les bourreaux silencieux de la guerre médiévale, rappelant que la précision à distance pouvait vaincre la force brute de près. L'épine dorsale de toute armée médiévale était son infanterie. C'étaient des hommes du peuple, paysans, ouvriers et artisans, qui échangeaient leurs outils contre des armes lorsque l'appel aux armes retentissait. Alignés en formation serrée, épaule contre épaule, leur rôle n'était pas prestigieux, mais essentiel. Ils s'entraînaient à marcher en cadence,
à tenir la ligne sous pression et à avancer avec une discipline implacable. La plupart portèrent des lances, des haches ou des épées courtes, protégées seulement par des gambisons rembourrés ou des casques métalliques rudimentaires. Une unité d'infanterie bien entraînée pouvait encaisser une charge de cavalerie ou retenir les assaillants, pendant que les archers et les chevaliers faisaient leur travail. La clé n'était pas la force individuelle, mais la cohésion. Un homme pouvait tomber, mais une formation pouvait tenir. Ils apprenaient à combattre comme un seul, à faire plus confiance à l'homme à côté d'eux qu'à leurs propres instincts. Malgré toute la gloire accordée aux chevaliers et nobles, ce sont les bottes boueuses des fantassins qui décidaient vraiment du destin des royaumes. La survie d'un soldat dans la guerre médiévale dépendait souvent de la qualité de son équipement. Au strict minimum, un recrue pouvait porter un gambison rembourré simple, essentiellement une veste épaisse et matelassée, offrant une protection de base. S'il avait de la chance ou des moyens, il pouvait se procurer un casque en métal, une cotte de maille, voire une cuirasse. Les armes allaient de lances rouillées à des épées finement forgées, mais tout avait un prix. Dans de nombreux cas, les soldats devaient acheter ou entretenir leur propre équipement, ou l'hériter de camarades tombés au combat. Les boucliers étaient de faits de bois renforcés de bords métalliques, souvent peints aux couleurs d'une maison noble. Plus le seigneur était riche, meilleure était l'apparence et les performances de ses soldats. Cette division économique créait des armées de forces inégales. Certains chevaliers entraient dans la bataille brillants comme des statues d'acier, tandis que les paysans marchaient avec peu plus que de l'espoir et un bâton taillé. Pourtant, l'équipement ne faisait pas tout. Le courage, la discipline et le sens du moment où il fallait se baisser comptaient souvent plus qu'une armure étincelante. Les armées médiévales étaient loin d'être des foules chaotiques. Elles fonctionnaient selon une chaîne de commandement claire et rigide. Au sommet se trouvait le général, généralement un noble, ou même le roi lui-même, qui élaborait les plans de bataille et donnait les ordres stratégiques. En dessous, les capitaines et lieutenants, souvent des chevaliers ou nobles de confiance, dirigeaient des unités plus petites et maintenaient la discipline. À la base, on trouvait les fantassins, archers et équipes de soutien qui exécutaient les ordres sans poser de questions. La communication en bataille se faisait par signaux, drapeaux, trompettes et messagers à cheval. L'obéissance n'était pas une option. Désobéir pouvait entraîner la disgrâce ou la mort. Les promotions étaient rares et réservées à la noblesse. Mais dans certaines unités de mercenaires ou cas exceptionnels, un paysan pouvait s'élever en prouvant son courage et sa loyauté. Cette hiérarchie permettait aux armées de rester coordonnées sur des champs de bataille chaotiques. Si les soldats modernes s'entraînent en rang, les combattants médiévaux comptaient davantage sur l'autorité et l'exemple de leurs supérieurs immédiats. Le pouvoir descendait du sommet, et survivre signifiait souvent savoir à qui obéir et quand se taire. Dans le chaos d'un champ de bataille médiéval, où la poussière, le sang et le vacarme brouillent les sens, comment les soldats distinguaient-ils amis et ennemis? La réponse réside dans les uniformes, les symboles héraldiques et les bannières. Chaque maison noble ou royaume arborait ses propres couleurs, signes et étendards, fièrement portés sur les tuniques, boucliers et casques. Ces repères visuels permettaient aux commandants d'identifier les unités et donnaient aux soldats un sentiment d'appartenance. Un lion rouge sur fond d'or, ce sont les hommes de Lord Alric. Un aigle noir sur fond vert, ce sont les archers du duc Wilhelm. Confondre un allié avec un ennemi pouvait être fatal. Ainsi, les uniformes n'étaient pas de simples décorations. Ils constituaient des outils essentiels de survie. Certaines armées se peignaient même le visage ou portaient des rubans de couleurs précises. Les tambours et porte-étendards jouaient un rôle vital, portant les bannières haut dans les airs, parfois au prix de leur vie. Sans ces symboles, un champ médiéval aurait sombré dans les tiraillements et le désordre total. Les uniformes n'étaient pas seulement une question de fierté. Ils marquaient la différence entre ordre et confusion mortelle. L'entraînement quotidien dans une armée médiévale n'avait rien de décontracté. Les soldats étaient réveillés à l'aube par la trompette ou le tambour, puis soumis à des heures d'exercice épuisants. Coups d'épée, formation de bouclier, attaques à la lance. Chacun répétait jusqu'à ce que la mémoire musculaire prenne le relais. La discipline était stricte.
Être en retard ou négligent pouvait valoir des tours de garde supplémentaires. Ou pire, les combattants s'entraînaient sur des mannequins et s'affrontaient sous l'œil vigilant de sergents endurcis qui hurlaient des ordres et ne toléraient aucune paresse. L'endurance physique était essentielle. Courir en armure complète, transporter des provisions ou creuser des tranchées faisait partie du quotidien. L'entraînement au moral jouait également un rôle. Chants, marches et simulations de bataille visaient à renforcer l'unité et la résistance mentale. Même les repas étaient déstructurés. Chaque heure de la journée d'un soldat était planifiée pour forger une machine de guerre efficace. Derrière chaque chevalier glorieux se cachait une base de sueur, de bleu et de discipline martelée jour après jour. Avant de mettre le pied sur le champ de bataille, chaque soldat médiéval prêtait serment, une promesse sacrée de loyauté, de discipline et d'obéissance. Prononcé lors d'une cérémonie solennelle, ce serment jurait fidélité à leur seigneur ou roi, et le rompre était considéré comme un crime et une trahison de l'honneur. Ces serments n'étaient pas de simples mots, ils formaient l'épine dorsale de la structure militaire. Les règles étaient des strictes, la désertion, le vol ou la désobéissance pouvaient entraîner des châtiments sévères, flagellation, humiliation publique, voire exécution. La discipline maintenait l'ordre dans le chaos de la guerre. Dans le camp, les soldats respectaient les couvre-feux, les rangs et évitaient les bagarres dues à l'ivresse. Les codes militaires couvraient tout, de la protection des civils à la répartition du butin. La loyauté était mise à l'épreuve non seulement au combat, mais aussi dans les actes de devoir quotidiens. Un soldat qui brisait le code mettait tout le monde en danger. Dans un monde d'acier et de survie, l'honneur était la monnaie et le serment son contrat. Maîtriser les bases de la guerre médiévale commençait bien avant qu'un soldat n'atteigne le champ de bataille. Les exercices de marche entraînèrent les troupes à se déplacer à l'unisson, pas à pas, bouclier contre bouclier, en rythme parfait. Les formations de combat étaient vitales. Murs de boucliers, phalanges de lances, manœuvres de flanc pouvaient décider du sort des armées. La défense impliquait de creuser des tranchées, de construire des palissades ou d'utiliser le terrain naturel à son avantage. L'attaque était tout aussi stratégique. Coordonner les charges, concentrer les forces sur des points faibles ou utiliser des archers pour briser les lignes ennemies avant l'affrontement. Les commandants criaient leurs ordres depuis les hauteurs, agitant des bannières pour signaler les mouvements. Chaque action sur le champ de bataille suivait un plan, aussi chaotique qu'elle puisse paraître. Ces tactiques n'étaient pas que de la théorie, mais le fruit d'années d'expérience, forgées dans le sang et l'épreuve. En fin de compte, survivre à la guerre médiévale dépendait autant de la discipline et de la coordination que de la force brute. Dans la guerre médiévale, peu de scènes inspiraient autant de peur que la charge de chevaliers montés. Les chevaux de guerre, élevés pour leur force et leur endurance, tonnaient sur le champ de bataille, écrasant les lignes d'infanterie et dispersant les formations. La cavalerie était plus qu'une simple force brute. C'était une arme psychologique. L'éclat des cavaliers en armure arrivant au galop brisait souvent le moral de l'ennemi avant même que les lames ne s'entrechoquent. Les chevaliers s'entraînaient étroitement avec leur monture, maîtrisant des manœuvres complexes, des virages serrés aux charges soudaines. Les unités de cavalerie légère s'occupèrent de la reconnaissance, des attaques de flanc et de la poursuite des ennemis en fuite. Les chevaux étaient des biens précieux nécessitant armure, soins et cavaliers expérimentés. Le lien entre un chevalier et sa monture pouvait faire la différence entre la victoire et la mort. En stratégie, la cavalerie agissait comme un coup de marteau décisif. Bien placé, il pouvait faire pencher toute une bataille. Dans l'armée médiévale, le tonnerre des sabots n'était pas qu'un bruit, c'était la puissance en mouvement. Dans le chaos des champs de bataille médiévaux, une communication claire pouvait faire la différence entre la victoire et le massacre. Pour coordonner des milliers de soldats à travers un terrain bruyant et étendu, les commandants comptaient sur un mélange de sons, de couleurs et de messagers humains. De puissants tambours de guerre transmettaient les ordres de marche, leur rythme signalant quand avancer ou s'arrêter. Trompettes et corps annonçaient les changements tactiques. Flancs en mouvement, archers tirants ou retraite sous pression. Des bannières colorées, tenues bien haut au-dessus des combats, servaient de signaux visuels visibles à travers la poussière et le sang.
Chaque armée avait ses propres symboles et codes de drapeau pour différentes formations. Pendant ce temps, des messagers rapides à cheval transmettaient les ordres urgents entre les commandants, esquivant souvent des flèches pour atteindre leur cible. Ce système en couches de tambours, corps, drapeaux et courriers assurait la coordination et la discipline des armées médiévales, même au cœur du chaos. Sans lui, une armée pouvait rapidement dégénérer en foule paniquée. Les formations de bataille dans la guerre médiévale n'étaient pas aléatoires. Elles étaient des structures délibérées conçues pour la survie et l'efficacité. Les commandants disposèrent les troupes en fonction du terrain, de la position de l'ennemi et des unités disponibles. La formation en colonne était idéale pour les passages étroits et les marches rapides. La phalange, un bloc compact d'infanterie aux boucliers et lances de superposés, était presque impénétrable de face et privilégiée pour la défense. Plus agressive, la formation en coin permettait aux troupes d'avancer en forme de V pour briser les lignes ennemies par une force concentrée. Ces formations n'étaient pas statiques. Les chefs habiles les adaptaient en pleine bataille selon les mouvements ennemis. La discipline et la cohésion étaient essentielles. Un seul soldat brisant les rangs pouvait compromettre toute la structure. L'entraînement apprenait aux soldats à marcher, pivoter et se repositionner avec précision. Ces formations donnaient forme et puissance à l'armée, transformant une foule d'hommes en une machine de guerre meurtrière. Dans la guerre médiévale, les archers n'étaient pas seulement un soutien en arrière-plan. Ils étaient la première vague de terreur. Un commandant compétent ordonnait une volée, des centaines de flèches lancées simultanément pour semer la mort sur les lignes ennemies. Ces salves n'étaient pas du chaos, mais une pression calculée, brisant formation et morale. Les archers étaient souvent positionnés en couche, ligne avant pour un tir rapide, ligne arrière pour des tirs de précision. L'infanterie ou le terrain naturel, collines ou lignes d'arbres, servait de protection contre la cavalerie ou les tirs ennemis. Les archers à long arc, en particulier les Anglais, étaient mortels à distance. Avec des flèches capables de percer les armures et des années d'entraînement, ils pouvaient influencer l'issue d'une bataille avant même que les épées ne s'entrechoquent. La coordination et le bon timing étaient essentiels. Une volée mal chronométrée pouvait toucher ses propres troupes. Bien utilisée, elle pouvait décimer l'ennemi et le forcer à avancer prématurément dans un piège tendu par le reste de l'armée. La cavalerie dans la guerre médiévale n'était pas seulement une question de force brute, c'était une précision tactique à cheval. Lorsqu'elle était bien déployée, la cavalerie servait à déborder les lignes ennemies, provoquant le désordre et brisant les formations sur les flancs. Une charge bien chronométrée pouvait diviser une armée en deux, surtout si l'infanterie était déjà affaiblie. La cavalerie lourde, comme les chevaliers en armure complète, était dévastatrice lors des charges directes. Leur élan, combiné aux lances et aux chevaux de guerre élevés pour la puissance, pouvait percer les murs de boucliers. La cavalerie légère, quant à elle, excellait dans les tactiques de harcèlement, poursuivant les fuyards ou perturbant les archers et les lignes d'approvisionnement. L'un de ces usages les plus stratégiques consistait à viser directement les unités de commandement ennemies. Tuer ou capturer les commandants adverses en pleine bataille pouvait semer la confusion dans toute une armée. Mais la cavalerie n'était pas invincible. Un mauvais terrain, boue, forêt ou sol accidenté pouvait annuler son avantage. C'est pourquoi les commandants devaient choisir le bon moment, le bon angle et la bonne cible pour chaque mouvement de cavalerie. Les éclaireurs et les espions étaient les yeux et les oreilles silencieux de chaque armée médiévale. Avant toute bataille, les commandants envoyant des éclaireurs, généralement à cheval ou légèrement armés, explorer le terrain, localiser les camps ennemis et repérer d'éventuelles embuscades. Ces éclaireurs devaient mémoriser les paysages, compter les tentes, suivre les empreintes et parfois même écouter les conversations autour des feux de camp. Pendant ce temps, les espions opéraient souvent derrière les lignes ennemies, se faisant passer pour des paysans, marchands ou déserteurs. Leur mission, recueillir les plans ennemis, estimer le moral des troupes et repérer les faiblesses des défenses. Nombre d'entre eux étaient d'anciens soldats ou des filous à l'esprit vif et aux pieds rapides. Le risque était énorme. Être capturé signifiait torture ou mort. Mais les récompenses étaient tout aussi grandes. Une seule information pouvait décider si une armée combattrait ou fuirait. Sur le terrain, les éclaireurs revenaient et dessinaient des cartes dans la terre pour leurs commandants,
tandis que les espions transmettaient des messages codés ou rencontraient des agents en secret. Bien qu'ils soient souvent ignorés, ces hommes et femmes ont influencé le cours des batailles bien avant que les épées ne s'entrechoquent. Les commandants médiévaux savaient que le terrain pouvait être aussi mortel que n'importe quelle arme. Utiliser la terre à leur avantage faisait partie intégrante de l'art de la guerre. Les embuscades en forêt étaient une tactique classique. L'infanterie ou les archers se cachaient derrière les arbres et attendaient que l'ennemi passe pour attaquer des deux côtés. Les cols de montagne et les crêtes étroites étaient parfaits pour tendre des pièges, où une petite force pouvait contenir une armée plus nombreuse. Les marécages, les rives boueuses et même les champs détrempés ralentissaient la cavalerie lourde, la rendant vulnérable aux archers ou aux murs de lance. Dans certains cas, les soldats creusaient de faux chemins ou faisaient s'effondrer des ponts pour piéger l'ennemi. Savoir comment se battre ne suffisait pas. Savoir où se battre pouvait remporter la victoire avant même que les épées ne soient tirées. Cartes, éclaireurs et expérience étaient essentiels pour choisir le bon terrain. Les meilleurs généraux ne commandaient pas seulement des troupes, ils commandaient le champ de bataille lui-même. Les raids nocturnes étaient là parmi les tactiques les plus terrifiantes et efficaces de la guerre médiévale. Sous le couvert de l'obscurité, de petits groupes de soldats ou de mercenaires s'infiltraient dans les camps ennemis, incendiant les tentes, tuant les gardes et semant le chaos. Ces attaques surprises contournaient souvent les règles traditionnelles du champ de bataille, s'appuyant sur la confusion et la peur pour affaiblir le moral. L'objectif n'était pas toujours de gagner immédiatement, mais de perturber le sommeil, les ravitaillements et la santé mentale. Des torches vacillaient, tandis que des ombres se faufilaient entre les chariots et les hommes endormis, les cris de panique résonnant dans la nuit. Certains commandants utilisaient de faux raids nocturnes pour épuiser les troupes ennemies, les maintenant dans une angoisse constante. Les embuscades de style guérilla, les disparitions soudaines et même le sabotage derrière les lignes ennemies brouillaient les frontières de la guerre conventionnelle. Dans ce monde brutal, créativité et cruauté allaient souvent de pair. La guerre psychologique était une arme subtile mais puissante dans la stratégie médiévale. Avant même que la bataille ne commence, les commandants diffusaient souvent des rumeurs, de fausses lettres et des mises en scène théâtrales pour démoraliser l'ennemi. De faux déserteurs pouvaient être envoyés dans le camp adverse pour diffuser de fausses informations, exagérant la taille ou la force de leur propre armée. Parfois, des villages entiers étaient incendiés sous les yeux de l'ennemi pour signaler une intention impitoyable. Des cors et des cris de guerre retentissaient à des heures inhabituelles de la nuit pour perturber le sommeil et semer la paranoïa. Les chefs revêtaient des armures élaborées et des masques pour paraître surnaturels ou divins. Des bannières ornées de symboles terrifiants flottaient au sommet des tours. Cette manipulation de la peur ne visait pas seulement à gagner des batailles, mais à briser l'ennemi avant même que les épées ne s'entrechoquent. Dans un monde où la croyance façonnait la réalité, la terreur était un outil aussi tranchant que n'importe quelle lame. Face à de longs sièges, les forteresses médiévales se transformaient en écosystèmes autonomes. La défense ne se limitait pas à de solides murs de pierre. Elle impliquait une planification de la survie. Des douves profondes remplies d'eau ralentissaient des engins de siège. Des fosses piégées et des pièges cachés entouraient le périmètre. À l'intérieur, on stockait des provisions. Céréales, viande salée, tonneaux d'eau, voire du bétail. Des puits étaient creusés dans le château pour ne pas dépendre de sources externes. Les forgerons continuaient à fabriquer des armes, tandis que les herboristes soignaient les blessés. Les civils étaient chargés de transporter des flèches, de cuisiner ou d'éteindre les incendies. Des tours de tir à l'arc bien placées permettèrent de cribler de flèches toutes brèches. Les chefs maintenaient le moral par des discours et des rituels, sachant qu'une population effrayée était plus dangereuse que les assaillants eux-mêmes. Chaque pierre, chaque poutre, chaque braise faisait partie d'un jeu long, fait d'endurance, de discipline et de résistance calculée. Assiéger une forteresse médiévale était un acte de pure brutalité et d'audace. Des échelles de siège étaient dressées contre des murs imposants, tandis que les soldats grimpaient sous une pluie de flèches, d'huile bouillante et de pierres. Des trébuchets et catapultes massifs lançaient des rochers pour briser les fortifications. Des béliers s'abattaient contre les portes
protégés par des couvertures de bois imbibées pour résister au feu. Plus terrifiant encore était le feu lui-même. Projectiles enflammés et braises brûlantes étaient lancés dans la forteresse pour semer le chaos. Des ingénieurs construisaient des tours de siège mobiles, des forteresses de bois roulantes approchant les murs, libérant les troupes directement sur les créneaux. Fumée, cris et chaos enveloppaient le champ de bataille. Le moral, le timing et la coordination étaient essentiels. Une seule brèche pouvait décider du sort de centaines d'hommes. Lors de ces heures désespérées, l'assaillant devait conjuguer courage et stratégie ou risquer d'être abattu avant même d'atteindre le mur. Nourrir et approvisionner une armée médiévale de milliers d'hommes était un véritable cauchemar logistique. Derrière les lignes de front, les chariots de ravitaillement grinçaient sous les sacs de grains, les barils de viande salée et les faisceaux de flèches. L'eau était stockée dans des outres en cuir ou prélevée quotidiennement dans les rivières par des équipes spécialisées. Les forgerons accompagnaient l'armée pour réparer les armes et armures en cours de route, tandis que les cuisiniers s'activaient sans relâche à préparer des ragoûts simples sur des feux de camp. Les guérisseurs et moines transportaient des herbes et du matériel pour soigner les blessés. La coordination était cruciale. Les capitaines supervisaient la distribution des rations, protégeaient les lignes d'approvisionnement et géraient les inventaires. Les retards ou embuscades pouvaient entraîner famine, révolte ou effondrement total. Des équipes de ravitaillement fouillaient les villages ou forêts environnants, frôlant parfois la frontière entre réquisition et pillage. Sans approvisionnement régulier, même la plus grande armée faiblirait avant de fouler le champ de bataille. Après une longue journée de marche ou de bataille, une armée médiévale ne pouvait pas simplement s'écrouler. Installer le camp relevait d'une opération disciplinée. Les officiers repéraient d'abord un emplacement sûr, surélevé, avec accès à l'eau et bonne visibilité. Les soldats étaient répartis en zones, tentes de commandement au centre, soldats en périphérie, écuries à l'arrière et latrines sous le vent. Des postes de garde étaient établis immédiatement, et les feux de camp restaient bas pour ne pas alerter l'ennemi. Même au repos, la discipline restait stricte. Pas de beuverie bruyante, pas d'errance. Les soldats entretenaient leurs armes, reprisaient leurs vêtements et racontaient des histoires tout en restant vigilants. Des tambours ou cornes signalèrent le couvre-feu. À tout moment, une attaque nocturne pouvait survenir et un camp bien organisé faisait la différence entre survie et massacre. Les marches de longue distance étaient une épreuve d'endurance et de discipline pour toute armée médiévale. Les soldats avançaient en colonnes organisées, avec des éclaireurs en avant pour repérer les embuscades ou les terrains accidentés. L'avant-garde dégageait les obstacles, tandis que l'arrière-garde s'assurait qu'aucun retardataire ne soit laissé. Les chariots de ravitaillement avançaient au centre, protégés de tous côtés. Par mauvais temps, les capes étaient détrempées, les bottes se fissuraient et le moral chutait. Pourtant, les commandants poussaient en avant, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. En traversant des ponts ou des cols de montagne, les soldats marchaient en silence, scrutant les bois à la recherche d'embusqués. Les officiers faisaient souvent des pauses pour permettre aux blessés de rattraper ou de réparer l'équipement endommagé. Un seul faux pas dans la formation pouvait conduire au chaos. Le succès sur le champ de bataille dépendait souvent de la capacité à se déplacer avant que la première flèche ne vole. La guerre navale médiévale était une affaire féroce et chaotique. Les navires de guerre étaient souvent d'anciens navires marchands, réaménagés, équipés d'éperons renforcés, de plateformes pour archers et de petites balistes. Marins et soldats combattaient côte à côte, utilisant des grappins pour aborder les navires ennemis. Les batailles en mer étaient bruyantes, enfumées et brutales, remplies de flèches, de poids enflammés et de combats au corps à corps. Les raids côtiers étaient une tactique privilégiée. Des navires apparaissaient à l'aube, débarquant des troupes qui attaquaient les villages, détruisaient les lignes de ravitaillement ou prenaient des ports clés. La supériorité navale permettait de déplacer les troupes plus rapidement et de contrôler les routes commerciales. Les commandants comptaient sur le vent, les marées, mais aussi la ruse, utilisant de fausses retraites ou des flottes divisées pour piéger l'ennemi. Bien que moins célèbres que les batailles terrestres, les guerres navales médiévales ont joué un rôle crucial dans plusieurs victoires décisives.
Dans la guerre médiévale, la foi n'était pas seulement une croyance, c'était une arme morale. Moines, prêtres et même mystiques accompagnaient souvent les armées pour bénir, donner les derniers sacrements et inspirer les guerriers avec des récits de protection divine. Avant la bataille, les soldats s'agenouillaient pendant que les prêtres en robe agitaient l'encens et récitaient des prières, invoquant la faveur des saints ou des dieux. Des bannières religieuses et des reliques étaient portées au combat, censées offrir une protection surnaturelle. Certains commandants prétendaient avoir des visions ou des rêves divins pour guider leurs décisions, renforçant la confiance des troupes. Dans certains cas, des chamans ou magiciens de cour jouaient aussi un rôle, lançant des rituels protecteurs, interprétant des présages ou maudissant les ennemis. Qu'il s'agisse de peur de la damnation ou d'espoir de salut, la religion était intimement liée au courage, à la discipline et à la volonté des soldats de mourir pour leur cause. Maintenir l'ordre au sein d'une armée médiévale n'était pas une tâche facile. Une discipline sévère était essentielle pour éviter le chaos. Les soldats qui désertaient, désobéissaient à des ordres directs, pillaient des civils ou incitaient à la révolte faisaient face à des punitions rapides et brutales. Les flagellations publiques étaient courantes et servaient d'avertissement aux autres. Les infractions plus graves, comme la désertion en pleine bataille ou l'agression de commandants, pouvaient entraîner la peine de mort, parfois par pendaison, décapitation ou en étant attachés à un pieu. Dans certaines armées, les commandants exécutaient un soldat sur 10 d'une unité qui s'était retirée sans ordre. Ces punitions n'étaient pas seulement des représailles, elles visaient à préserver la cohésion et le moral de milliers d'hommes. La justice militaire, bien que sévère, était considérée comme un mal nécessaire pour maintenir la discipline dans la réalité brutale de la guerre médiévale. La retraite dans la guerre médiévale n'était pas simplement une fuite. C'était une manœuvre soigneusement orchestrée. Une retraite bien planifiée nécessitait coordination, discipline et timing pour éviter qu'elle ne se transforme en déroute. Les commandants utilisaient la retraite comme stratégie pour conserver leurs forces, se regrouper ou attirer l'ennemi dans des pièges. Les boucliers restaient levés, les archers assuraient un tir de couverture et l'arrière-garde, souvent composée des soldats les plus expérimentés, tenait la ligne face à l'ennemi. Certaines retraites se faisaient de nuit, profitant de l'obscurité pour s'éclipser silencieusement. Bien exécutée, une retraite pouvait sauver des milliers de vies et permettre à l'armée de combattre un autre jour. En revanche, une retraite ratée entraînait panique, chaos et lourdes pertes. Ainsi, les généraux médiévaux considéraient cette tactique avec la même gravité que n'importe quelle offensive. Derrière chaque siège réussi se trouvait une équipe de professionnels spécialisés, les ingénieurs de sièges médiévaux. Ces hommes n'étaient pas des guerriers de première ligne, mais leur impact était immense. Des architectes et charpentiers concevaient et construisaient des tours de siège, des béliers et d'énormes trébuchets. Les tunneliers, souvent des mineurs, creusaient sous les murs des châteaux pour les faire s'effondrer. D'autres préparaient des huiles inflammables et des chaudrons de poix bouillante. Faire fonctionner une catapulte nécessitait des calculs précis et un travail d'équipe. Portant des tabliers en cuir, le visage couvert de suie et munis d'outils plutôt que d'épées, ces équipes travaillaient sous la menace constante des archers ennemis et des contre-attaques. Leur travail exigeait patience, créativité et nerfs d'acier. Tandis que les chevaliers récoltaient la gloire sur le champ de bataille, ce sont ces experts méconnus qui faisaient tomber les puissants châteaux, pierre par pierre. La médecine de champ de bataille médiévale était brutale mais vitale. Lorsque les soldats tombaient, des brancardiers se précipitaient sous les flèches volantes pour les traîner jusqu'à des tentes de fortune. Là, les premiers médecins, souvent des moines, barbiers ou apothicaires, travaillaient avec peu d'outils et de connaissances. Sans anesthésie, les soldats mordèrent du cuir pendant qu'on leur sciait un membre pour éviter l'infection. La cautérisation au métal chauffé était courante. Des cataplasmes à base de plantes, du vin en guise d'antiseptique et des prières constituaient les traitements classiques. Le guérisseur pouvait transporter une besace tachée de sang remplie d'outils rudimentaires, scie à os, aiguilles et linge. Malgré les horreurs, ces soignants sauvaient d'innombrables vies. Rarement remerciés, ils étaient toujours là, calmes au cœur du chaos, porteurs d'espoir dans un monde de douleur. La défaite sur le champ de bataille n'était pas qu'un échec.
C'était une leçon. Les commandants médiévaux qui survivaient à des défaites écrasantes revenaient souvent avec une volonté renouvelée et de nouvelles tactiques. Après des sièges ratés ou des embuscades désastreuses, les survivants se réunissaient pour analyser ce qui avait mal tourné. L'ennemi a-t-il été sous-estimé? Les éclaireurs ont-ils échoué? Le moral s'est-il effondré? Ils expérimentaient de meilleures formations, amélioraient la logistique et adaptaient les techniques ennemies. Certains étudiaient les armes adverses et en copièrent les modèles. Un chef intelligent transformait chaque défaite en terrain d'entraînement, forgeant des recrues inexpérimentées en vétérans aguerris. Les généraux les plus redoutés n'étaient pas seulement brutaux, ils apprenaient. De l'échec naissait une discipline plus rigoureuse, des stratégies plus fines et des armées plus efficaces. Lancer une campagne à grande échelle au Moyen-Âge relevait du cauchemar logistique. Imaginez rassembler des dizaines de milliers de soldats venus de différentes régions, tous ayant besoin de nourriture, d'eau, d'armes, d'abris et de coordination. Les fournitures devaient être transportées par charrettes et animaux de bas à travers des routes boueuses et un terrain traître. Chaque armée avait besoin de forgerons, de cuisiniers, de médecins et de scribes. Les retards dans l'approvisionnement ou le paiement entraînaient souvent désertion ou mutinerie. Les commandants devaient calculer les rations quotidiennes, construire des dépôts de stockage et prévoir des provisions pour plusieurs mois. Maintenir la discipline dans une foule aussi diverse et agitée était aussi crucial que de remporter des batailles. La guerre ne reposait pas seulement sur la force, il fallait garder une armée en vie et en mouvement. Dans le monde chaotique de la guerre médiévale, former une alliance militaire était souvent le seul moyen pour les petits royaumes de survivre. Ces alliances étaient forgées par des mariages stratégiques, des traités et des ennemis communs. Mais la coopération n'était jamais simple. Chaque royaume apportait ses propres soldats, tactiques, langues et fiertés. Coordonner des attaques communes exigeait une diplomatie forte et des chaînes de commandement claires. Les querelles sur le commandement, les provisions et les butins de guerre provoquaient souvent des tensions internes. Pourtant, quand les alliances fonctionnaient, elles pouvaient vaincre des ennemis bien plus puissants. Des coalitions célèbres, comme les forces chrétiennes unies contre les armées musulmanes en Ibérie, ont montré que l'unité pouvait faire pencher la balance de la guerre, même temporairement. Lorsque les civilisations s'affrontaient au Moyen-Âge, le champ de bataille devenait un carrefour de tactiques, de cultures et de croyances très différentes. Les chevaliers européens en armure étincelante chargeaient à cheval, la lance à la main, incarnant le code chevaleresque. Face à eux, les guerriers musulmans brandissaient des cimetères courbés et chevauchaient des montures rapides, entraînés pour la guerre du désert. Les Mongols apportaient des stratégies étonnamment modernes. Archers à cheval, retraite feinte, communication précise. Les troupes byzantines, quant à elles, appliquaient la discipline romaine antique avec le feu grégeois et des formations serrées. Ces affrontements étaient plus que militaires. Ils étaient des collisions culturelles. Les stratégies évoluaient à mesure que les ennemis s'adaptaient, s'imitaient et se redoutaient mutuellement. Les soldats ne faisaient pas que combattre. Ils apprenaient comment briser un mur de boucliers, comment résister à une charge de cavalerie, comment survivre à l'inconnu. Chaque affrontement inscrivait de nouvelles leçons dans les annales de la guerre. Les grands commandants n'étaient pas seulement des stratèges, ils étaient des symboles. Richard Cœur de Lion, en armure d'acier bordée d'or, menait les lignes de front, ralliant ses hommes par des charges intrépides. Saladin, digne et posé, inspirait l'unité et la discipline parmi des forces musulmanes diverses, alliant diplomatie et manœuvres habiles. Jeanne d'Arc, en armure argentée et guidée par des visions, releva une France brisée, non seulement par la tactique, mais en insufflant foi et but. Ses chefs faisaient plus que commander. Ils guidaient par leur seule présence. Leur charisme, leur courage et leur clarté changeaient souvent le cours des batailles. À une époque où les nouvelles circulaient de bouche à oreille et où le moral pouvait s'effondrer en quelques instants, un chef capable de se tenir debout, au milieu des flèches et du chaos, valait plus que 100 soldats. Leur héritage réside non seulement dans la victoire, mais dans l'espoir qu'ils ont donné aux épuisés et aux blessés. Les croisades étaient bien plus que des batailles. C'étaient des entreprises logistiques colossales. Des armées d'Europe occidentale,
convoqués depuis différents royaumes, marchaient sur des milliers de kilomètres vers des terres étrangères comme le Levant. Des chevaliers en lourdes armures, des fantassins aux bottes usées et des moines portant des croix brodées sur leurs robes formaient de longues colonnes sinueuses à travers déserts et montagnes. Les chaînes d'approvisionnement étaient tendues, dépendant de ressources locales, de routes maritimes et du soutien des alliés et ordres religieux. Les camps étaient un chaos organisé, avec des tentes portant des armoiries dressées à côté d'hôtels improvisés. Maladie et désertion faisaient plus de victimes que les épées ennemies. Le voyage seul était une épreuve, testant discipline, morale et foi. Pourtant, contre toute attente, ces armées lancèrent des sièges, prenaient des villes et établissaient des États croisés. Les croisades ont transformé la guerre médiévale en forçant les armées à s'adapter à des terrains lointains, à de nouveaux ennemis et à de longues campagnes loin de chez elles. Ce fut une épreuve non seulement des armes, mais aussi de l'endurance et de l'unité. L'invasion normande de l'Angleterre en 1066 fut plus qu'une victoire militaire. Elle marqua une révolution dans la guerre et la gouvernance médiévale. Guillaume le Conquérant ne s'est pas contenté de triompher à la bataille d'Hastings. Il a transformé la manière dont les armées étaient structurées et les terres conquises administrées. L'armée normande disposait d'une cavalerie disciplinée, d'une infanterie coordonnée et d'un usage efficace des archers, une combinaison redoutable pour l'époque. Mais au-delà du champ de bataille, Guillaume introduisit le système féodal à l'échelle nationale, établissant une hiérarchie rigide de loyauté et d'attribution foncière. Des châteaux surgirent dans toute l'Angleterre, servant non seulement de postes militaires, mais aussi de centres administratifs. Le Domesday Book, un immense recensement des terres et des ressources, montre à quel point les Normands valorisaient l'organisation et le contrôle. De la logistique à la fiscalité, du recrutement à la discipline, le modèle normand devint une référence pour les futurs royaumes médiévaux. L'héritage de l'invasion ne fut pas seulement la conquête, mais la systématisation. La guerre de 100 ans n'était pas un seul conflit, mais une longue et éprouvante série de batailles, de trêves et d'intrigues politiques s'étendant de 1337 à 1453. Elle transforma la guerre médiévale. Au début, les chevaliers dominaient encore avec leur armure brillante et leurs codes de chevalerie. Mais au fil du temps, la guerre mit en évidence leurs limites. Les archers anglais à l'arc long décimèrent les charges de cavalerie lors de batailles comme Crécy et Poitiers, annonçant une ère où la stratégie et la portée comptaient plus que la force brute. Les armées passèrent de levées féodales à des soldats professionnels. Les armes évoluèrent, arbalètes, canons, et les premières armes à feu apparurent sur le champ de bataille. Les sièges devinrent plus scientifiques, avec une meilleure ingénierie et logistique. Le moral, les chaînes d'approvisionnement et même la propagande devinrent essentielles. À la fin, la guerre de 100 ans avait transformé les armées européennes, prouvant que le succès dépendait non seulement du sang noble et des épées brillantes, mais aussi de l'organisation, de l'innovation et de l'adaptabilité. La bataille d'Azincourt en 1415 fut un tournant dans la guerre médiévale. En infériorité numérique et épuisée, l'armée anglaise dirigée par le roi Henri V fit face à une force française bien plus nombreuse. Mais la pluie et la boue transformèrent le champ de bataille en cauchemar pour la cavalerie française. Les archers anglais, placés derrière des pieux aiguisés, décochèrent volée après volée de flèches. Les chevaliers français, lourdement armurés, peinaient à avancer dans la boue épaisse, devenant des cibles faciles. Tandis que les rangs français s'effondraient dans le chaos, les lignes anglaises, disciplinées, tinrent bon. Cette bataille démontra que le terrain, la préparation et la tactique pouvaient l'emporter sur le nombre et la fierté militaire traditionnelle. Azincourt ne fut pas seulement une victoire des flèches, mais un triomphe de la discipline, de la planification et de la compréhension que les anciennes méthodes de guerre ne garantissaient plus la victoire. Face à une fiscalité insupportable, à la famine ou à l'injustice, les paysans de l'Europe médiévale faisaient parfois l'impensable. Ils se révoltaient. Sans formation militaire ni équipement standard, ces soulèvements débutaient souvent comme des cris désespérés pour le changement. Armés d'outils agricoles, de couteaux de cuisine et d'équipements volés, les villageois formaient des milices improvisées. La plus célèbre fut la guerre des paysans allemands, 1524-1525,
où des dizaines de milliers se soulevèrent contre leur seigneur, réclamant un traitement équitable et une baisse des impôts. Bien que leur détermination fût forte, leur manque de coordination et de discipline militaire les rendait vulnérables aux représailles. Les armées seigneuriales, bien équipées et impitoyables, écrasèrent de nombreuses révoltes avec une force dévastatrice. Pourtant, ces guerres paysannes révélèrent une faille dans l'ordre féodal, un rappel que même les plus humbles peuvent se soulever lorsqu'ils sont poussés à bout. La victoire dans la guerre médiévale n'appartenait pas toujours à l'armée la plus forte. Elle revenait souvent à la plus rusée. La tromperie, la désinformation et les tactiques psychologiques faisaient basculer l'issue de nombreuses batailles. Les commandants simulaient des retraites pour attirer l'ennemi dans des embuscades, diffusaient de fausses rumeurs pour semer la panique ou attaquaient à l'aube après avoir feint la paix. Un exemple célèbre, lors de la bataille de Morgarten, 1315, des paysans suisses utilisèrent leur connaissance du terrain pour lancer une attaque surprise contre des chevaliers lourdement armés, provoquant le chaos et une retraite. Dans d'autres cas, des chefs soudoyaient des éclaireurs ennemis, empoisonnaient les provisions ou utilisaient des mannequins pour gonfler la taille apparente de leur armée. Ces ruses n'étaient pas seulement habiles, c'étaient des outils de survie pour les forces plus petites ou désavantagées. La guerre médiévale, au fond, était autant affaire de ruse que d'acier. À mesure que les conflits s'intensifiaient au Moyen Âge, les châteaux et forteresses devenaient essentiels à la stratégie militaire. Ces géants de pierre n'étaient pas que des demeures nobles. Ils étaient des centres militaires conçus pour résister à de longs sièges. Les tours offraient visibilité et avantages aux archers. Douves et ponts-levis ralentissaient les envahisseurs. Les murs, épais et élevés, étaient construits pour résister aux catapultes et aux échelles d'assaut. Des forteresses comme le Crac des Chevaliers au Levant ou le Château Gaillard en France étaient de véritables merveilles d'ingénierie, influençant à la fois les champs de bataille et l'échiquier politique. Les commandants devaient maîtriser les tactiques de siège, les lignes d'approvisionnement et la rotation des défenses. La conception de ces bastions façonnait aussi le pouvoir régional. Celui qui contrôlait la forteresse contrôlait la région environnante. Avec le temps, des campagnes entières furent bâties autour de la conquête ou de la défense de ces structures stratégiques. La guerre médiévale a connu un tournant avec l'essor de nouvelles technologies militaires. Les armes de siège comme les trébuchets pouvaient lancer d'énormes pierres pour démolir les murs des forteresses à distance. Les premières fusées et engins incendiaires, bien que rudimentaires, ajoutaient une dimension de terreur sur le champ de bataille. Les ingénieurs conçurent des balistes capables de tirer d'énormes projectiles, traversant plusieurs soldats ou endommageant les tours de siège. Ces inventions n'étaient pas seulement basées sur la force brute, elles transformaient la manière de planifier les batailles. Les forteresses durent s'adapter avec des murs plus épais et des structures inclinées. Les armées durent de se disperser davantage, car les formations groupées étaient vulnérables aux attaques explosives. Pour la première fois, la technologie permettait à des forces plus petites ou moins riches de défier des armées établies. Le champ de bataille devenait un test à la fois de stratégie et d'innovation en ingénierie. L'argent était le nerf de la guerre médiévale. Les rois ne pouvaient lever d'armée, fournir de la nourriture ou construire des engins de siège sans d'immenses sommes d'argent. Les guerres ne se gagnaient pas uniquement sur le champ de bataille. Elles se gagnaient dans les comptoirs et les trésors royaux. Engager des mercenaires nécessitait de l'or. Transporter des provisions sur de longues distances exigeait une logistique coûteuse. Même la loyauté pouvait s'acheter. De nombreux chevaliers combattaient pour un salaire plutôt que pour l'honneur. Les souverains engageaient souvent des bijoux royaux ou levaient des impôts spéciaux pour poursuivre leur campagne. À mesure que les batailles devenaient plus complexes et prolongées, le coût de la guerre explosait. Sans finances solides, même les armées les plus puissantes s'effondraient. Derrière chaque victoire célèbre se trouvait une traînée de pièces d'or, et souvent une montagne de dettes. Les guerres médiévales ne se livraient pas seulement à l'épée. Elles étaient financées par les paysans. Les taxes de guerre, souvent soudaines et sévères, retombaient directement sur les épaules des fermiers et des ouvriers. Ces prélèvements prenaient la forme de céréales, de bétail, de pièces de monnaie ou de jours de travail non rémunérés. Une seule campagne pouvait épuiser toute la récolte d'un village,
laissant les familles affamées. Le refus de payer entraînait des punitions, confiscation, emprisonnement, voire enrôlement. Tandis que les seigneurs débattaient des stratégies dans leurs salles de pierre, les paysans serraient la ceinture et enterraient leur argent dans la terre. La guerre qu'ils n'avaient jamais choisie s'invitait tout de même chez eux sous forme de collecteurs d'impôts et de dettes. Beaucoup ressentèrent de la rancune, certains se révoltaient ouvertement. Dans l'ombre des batailles glorieuses, c'était le peuple qui payait le véritable prix. En temps d'invasion, les villages médiévaux devenaient des terrains de recrutement. Les seigneurs locaux lançaient des appels urgents pour former des milices, des groupes de citoyens ordinaires devenus guerriers. Forgerons, fermiers et marchands abandonnaient leurs outils pour manier lances et haches. L'entraînement était rapide et brutal. Il n'y avait pas de temps pour devenir maître, seulement pour survivre. Ces milices manquaient d'uniformité, mais combattaient avec une loyauté féroce envers leur foyer. Aux abords du village, les adieux en larmes marquaient chaque départ. Les épouses donnaient à leurs maris des capes rapiécées, les enfants s'accrochaient à leur père. Les miliciens se tenaient côte à côte, formant des murs de défense fragiles contre des armées professionnelles. Mal équipés, leur détermination était souvent plus forte que l'acier. Ils n'étaient pas soldats par choix, mais par nécessité. Et dans les moments de désespoir, ils devenaient des légendes à part entière. L'essor des soldats professionnels à la fin du Moyen Âge marqua un tournant dans la guerre. Les royaumes ne dépendaient plus uniquement de paysans devenus combattants ou de milices temporaires. Désormais, des armées permanentes s'entraînaient toute l'année, financées par les trésors royaux. Ces soldats portaient des armures standardisées, des armes polies et suivaient des exercices rigoureux. Leur discipline les rendait bien plus efficaces sur le champ de bataille que les levées improvisées. Dans les camps d'entraînement, on entendait le rythme des bottes en marche, le choc des épées en bois et les cris des sergents corrigeant la posture. La loyauté se déplaça du seigneur local vers la couronne. Être soldat devint une carrière, pas seulement un devoir. Ce changement donna aussi naissance à l'idée de professionnalisme militaire, hiérarchie, routine et code de conduite. Ces nouveaux guerriers n'étaient pas seulement plus forts, ils étaient organisés, précis et toujours prêts pour la guerre. Choisir les bons soldats relevait de l'art, bien plus que d'un simple décompte. Les commandants médiévaux recherchèrent des guerriers dotés de prouesses physiques, d'une loyauté inébranlable et d'un courage éprouvé. Des épreuves étaient organisées pour tester la force, l'endurance et la maîtrise des armes. Duels, parcours d'obstacles et concours de tir à l'arc permettaient de sélectionner les meilleurs. Mais la force ne suffisait pas. Un soldat devait être digne de confiance et respecté par ses pairs. Les seigneurs choisissaient souvent parmi des familles fidèles ou des hommes reconnus pour leur honneur. Certains commandants préféraient les vétérans ayant participé à d'anciennes campagnes. D'autres recherchaient des esprits vifs, capables de suivre des ordres et de réfléchir en pleine bataille. Un page de chevalier pouvait être formé dès l'enfance, apprenant la discipline et l'escrime bien avant d'être accepté comme combattant. Ce processus de sélection formait les forces d'élite qui constituaient l'épine dorsale des armées médiévales. Dans le chaos de la guerre médiévale, l'unité était une arme aussi puissante que n'importe quelle épée. Les soldats étaient formés non seulement à se battre, mais à se battre ensemble. Les nouvelles recrues s'exerçaient en formation, marchant épaule contre épaule, en faisant confiance à l'homme à leur côté pour ne pas fléchir. Les repas se partageaient autour des feux de camp et les histoires s'échangeaient sous les étoiles. Les liens se forgeaient dans l'adversité, longues marches, tranchées boueuses et nuits glacées. Les commandants encourageaient la camaraderie en associant vétérans et novices, en promouvant la loyauté non seulement envers la couronne, mais aussi entre frères d'armes. Les défis en équipe, les duels d'entraînement et les corvées communes renforcèrent la cohésion de l'unité. Une unité soudée pouvait tenir la ligne, charger ou endurer un siège bien mieux qu'une force dispersée. La discipline et la solidarité étaient la colle qui empêchait l'armée médiévale de sombrer dans le chaos. Avant une bataille médiévale, le champ de bataille se transformait souvent en un espace sacré. Les soldats s'agenouillaient dans les champs boueux, murmurant des prières aux saints et serrant des objets religieux, croix, reliques ou morceaux de tissu bénis par des moines.
Les commandants invoquaient la protection divine, portant parfois des bannières représentant des saints patrons. Les aumôniers circulaient dans les rangs, offrant bénédictions et derniers sacrements. Beaucoup croyaient que leur cause était juste et approuvée par Dieu. Cette armure spirituelle leur donnait du courage, surtout face à des chances écrasantes. Les symboles religieux ornaient boucliers et armures, servant à la fois de protection et de source de morale. Certains croyaient même qu'une mort dans une bataille juste garantissait une place au paradis. Dans un monde plein d'incertitudes, la foi était l'arme inébranlable qu'ils emportaient au combat. La victoire dans la guerre médiévale était rarement glorieuse. Une fois les acclamations dissipées, le champ de bataille révélait son véritable coût. Des milliers de corps brisés, des blessés gémissant de douleur et des villages en fumée réduits en cendres. Les survivants portaient souvent des cicatrices à vie, tant physiques qu'émotionnelles. Les prisonniers de guerre faisaient face à des conditions dures, rançon, travail forcé ou pire encore. Pour les paysans, les conséquences étaient tout aussi cruelles. Récoltes piétinées, maisons pillées, familles déchirées. Des régions entières pouvaient rester dévastées pendant des années. La victoire signifiait souvent l'installation d'un nouveau dirigeant, pas la paix. Et derrière chaque conquête, un lourd tribut était payé par ceux qui n'avaient aucun mot à dire. En fin de compte, les fruits de la guerre appartenaient à quelques-uns, tandis que le coût était supporté par la multitude. La cavalerie lourde était la force de choc des armées médiévales. Sabots tonitruants, lances scintillantes et murs de nobles en armure chargeant avec un élan irrésistible. Ces chevaliers n'étaient pas seulement des guerriers d'élite, mais aussi des symboles du pouvoir aristocratique et des idéaux chevaleresques. Revêtus d'armures de plaques de la tête aux pieds, montés sur de puissants destriers élevés pour la bataille, ils pouvaient briser les lignes ennemies avec un effet dévastateur. Une seule charge, bien chronométrée, pouvait mettre en déroute une infanterie mal organisée. Cependant, ils coûtaient cher à équiper et à entretenir, formant souvent le cœur des armées féodales. Leur prestige était immense, mais leur efficacité dépendait du terrain, du climat et d'une coordination disciplinée. Dans les champs boueux ou face aux formations de piques, même la cavalerie lourde atteignait ses limites. La cavalerie légère dans la guerre médiévale privilégiait la vitesse et l'agilité plutôt que la force brute. Contrairement aux chevaliers lourdement armés, ces cavaliers portaient une armure minimale, souvent en cuir ou en cotte de maille, et montaient des chevaux rapides capables de se déplacer rapidement sur divers terrains. Ils remplissaient plusieurs rôles: reconnaissance des positions ennemies, transmission de messages, attaques éclairs et poursuite des ennemis en fuite. Leur mobilité leur permettait de harceler les lignes d'approvisionnement ou de frapper des cibles vulnérables avant de disparaître. En bataille ouverte, ils affrontaient rarement des unités lourdes de front, mais leur valeur dans les tactiques asymétriques était immense. Souvent issus de milices locales ou de cavaliers tribaux, ils comptaient sur la ruse, la coordination et l'effet de surprise plutôt que sur la force brute. Leur présence sur le champ de bataille apportait imprévisibilité et profondeur stratégique. L'infanterie armée de longues lances ou de piques constituait l'épine dorsale des formations défensives médiévales. Ces soldats se tenaient côte à côte en rangées disciplinées, formant un mur de pointe capable de stopper même les charges de cavalerie les plus féroces. Leur rôle était crucial pour contrer la domination des chevaliers montés, qui comptaient sur l'élan et l'impact. Les lanciers devaient faire preuve de coordination, de courage et d'un entraînement rigoureux pour maintenir leur formation sous pression. Certaines unités utilisaient des piques de plus de 4 mètres, leur permettant de frapper avant que l'ennemi ne puisse réduire la distance. Combinés avec des boucliers superposés et le soutien des troupes à distance, ils formaient une barrière redoutable. Cette tactique, particulièrement populaire chez les milices suisses et flamandes, démontra qu'une infanterie bien entraînée pouvait rivaliser, voire surpasser, la noblesse à cheval. Les archers anglais étaient une force redoutable dans la guerre médiévale, notamment pendant la guerre de 100 ans. Armés d'arcs longs de plus de 6 pieds, ces archers pouvaient tirer une volée de flèches à une vitesse et une portée impressionnantes. Contrairement aux arbalètes, les arcs longs permettaient un tir rapide, rendant les salves dévastatrices contre des formations ennemies serrées. Formés dès le plus jeune âge, les archers développaient une force et une précision exceptionnelles. Lors de batailles comme Azincourt et Crécy,
Ils ont prouvé qu'ils pouvaient briser des charges de cavalerie et décimer les chevaliers en armure avant même qu'ils n'atteignent les lignes de front. Leur rôle était non seulement tactique mais aussi psychologique, semant la mort à distance et perturbant le moral de l'ennemi. Positionnés derrière des pieux et des murs de boucliers, les archers étaient un atout stratégique, changeant souvent le cours de la bataille avec des salves coordonnées et disciplinées. Les arbalétriers d'Europe continentale ont apporté une approche différente de la guerre à distance. Contrairement à l'arc long, l'arbalète nécessitait moins d'entraînement, permettant de recruter et d'armer rapidement les roturiers. Elle utilisait une gâchette mécanique et avait un pouvoir de pénétration impressionnant, capable de transpercer la cotte de maille et même certaines armures de plaques. Cependant, elle présentait des inconvénients. Le temps de rechargement était considérablement plus lent et le mécanisme plus vulnérable aux dommages sur le champ de bataille. Malgré cela, les arbalétriers furent largement déployés en France, en Italie et dans le Saint-Empire romain germanique. Lors des sièges, ils excellaient depuis les remparts ou derrière des pavois, de grands boucliers utilisés comme couverture mobile. Leur présence sur le champ de bataille remettait en question la chevalerie traditionnelle, car un chevalier pouvait désormais tomber sous les tirs d'un paysan équipé d'une manivelle et d'un carreau. Le pape en interdit même l'usage contre les chrétiens en raison de son efficacité meurtrière, sans pour autant freiner sa prolifération. Le combat rapproché dans la guerre médiévale exigeait une force brute et une efficacité impitoyable. Des soldats armés de haches, de masses et de fléaux étaient déployés dans des terrains exigus comme les couloirs de châteaux, les ruelles étroites et les sentiers forestiers, où les armes longues comme les lances perdaient leur avantage. La hache était efficace contre les boucliers et les armures, délivrant des coups écrasants capables de fendre les casques. Les masses et les fléaux ignoraient complètement les défenses conventionnelles, transmettant une force contondante à travers l'armure pour briser les os et causer des blessures internes. Ces armes étaient souvent utilisées par des fantassins portant une cotte de maille ou une armure de cuir, privilégiant la mobilité à la protection lourde. En pleine bataille, leurs affrontements étaient sauvages et intimes, souvent réduits à des corps à corps et des coups désordonnés. Bien qu'ils manquèrent de l'élégance des chevaliers ou des archers, ces hommes étaient l'épine dorsale du combat rapproché, intrépides, brutaux et essentiels lorsque les lignes s'effondraient ou que les murs de siège étaient percés. Sur le champ de bataille médiéval en constante évolution, les formations d'infanterie mixte sont devenues une nécessité tactique. Au lieu de se fier à un seul type d'armes, les commandants ont commencé à organiser des unités composées de lanciers, d'épéistes et de combattants à distance travaillant ensemble. Les lanciers tenaient la ligne de front, formant un mur défensif pour repousser la cavalerie. Derrière eux, les épéistes étaient prêts à combler les brèches et à affronter les ennemis ayant percé les lignes. Les archers ou arbalétriers se tenaient à l'arrière ou sur un terrain surélevé, tirant des projectiles tout en restant protégés. La coordination était essentielle. Chaque rôle complétait les autres et la force de l'unité résidait dans sa cohésion. Une formation mixte pouvait s'adapter rapidement aux conditions changeantes, résister aux charges et lancer des contre-attaques. Cette approche hybride a marqué un tournant dans la stratégie de champ de bataille, privilégiant la polyvalence à la force brute. C'était une danse d'acier, de discipline et de confiance. Dans la guerre médiévale, le bouclier était plus qu'une simple pièce d'armure. C'était un outil tactique. Les soldats utilisaient de grands boucliers rectangulaires pour former des murs de boucliers, servant de barrière contre les flèches et la cavalerie. Ces formations étaient particulièrement cruciales pour protéger des unités vulnérables comme les archers et arbalétriers. Les boucliers n'étaient pas statiques non plus. Certaines troupes avançaient en restant imbriquées, créant un mur mobile. Les boucliers portaient aussi des armoiries familiales ou des symboles religieux, renforçant le moral et l'identification. Dans le chaos du combat, une ligne de boucliers bien tenue pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Même l'infanterie légère bénéficiait de petits boucliers ronds pour le corps à corps. Le design des boucliers variait selon la région, mais le concept de protection collective restait constant. En siège comme en champ libre, les boucliers permettaient de préserver l'intégrité des unités et donnaient aux troupes plus faibles une chance de se battre.
La victoire dans les batailles médiévales ne reposait pas uniquement sur la force brute, mais sur la coordination. L'infanterie équipée de longues lances formait un mur défensif pour stopper l'avancée ennemie. Une fois l'ennemi ralenti ou désorienté, la cavalerie chargeait sur les flancs, utilisant vitesse et impact pour briser les lignes. Pendant ce temps, archers et arbalétriers, positionnés à l'arrière ou en hauteur, fournissaient un soutien à distance, affaiblissant les rangs ennemis avant le corps à corps. Cette approche à plusieurs volets exigeait un timing et une communication précis, souvent à l'aide de drapeaux, de corps et de commandants fiables. Lorsqu'elle était bien exécutée, cette synergie permettait même à une armée inférieure en nombre de vaincre un adversaire plus fort. Le champ de bataille médiéval était un échiquier, et chaque unité jouait un rôle. Les porteurs de boucliers pour tenir, les chevaliers pour frapper, et les archers pour semer la mort à distance. À mesure que la guerre médiévale évoluait, les rôles de ces guerriers changeaient également. La cavalerie lourde, autrefois dominante, commença à perdre sa suprématie alors que les armées adoptaient des formations d'infanterie plus serrées, des carrés de piquiers et une meilleure coordination entre les types d'unités. Les archers devinrent plus mobiles, souvent protégés par des porteurs de pavises. Les unités d'infanterie se diversifièrent. Certaines portèrent des armes d'ast, d'autres maniaient l'épée ou la hache selon le terrain. Les sièges changèrent également la donne, nécessitant des ingénieurs, des sapeurs et des spécialistes au-delà des classes guerrières traditionnelles. Finalement, les armes à poudre firent leur apparition, réduisant progressivement le rôle des troupes de mêlée traditionnelles. La guerre ne reposait plus uniquement sur la force brute, mais sur la stratégie, l'adaptabilité et la synergie entre des rôles de plus en plus spécialisés. Le champ de bataille médiéval devenait plus moderne à chaque affrontement. Tandis que chevaliers et rois revendiquaient la gloire sur le champ de bataille, le poids des guerres médiévales retombait sur le peuple. Les paysans étaient lourdement taxés pour financer des campagnes sans fin. Forgerons, charpentiers et boulangers étaient réquisitionnés pour soutenir la logistique militaire, souvent sans rémunération. Les familles perdèrent leurs fils à la conscription, les récoltes restèrent dans les champs, et des villages entiers étaient laissés sans défense face aux mercenaires errants ou aux forces d'invasion. La guerre n'était pas qu'un jeu de nobles, elle épuisait le cœur des communautés rurales. Certains paysans étaient forcés de construire des engins de siège ou de marcher comme levés mal armés. Même si les batailles se déroulaient loin, la famine et la maladie s'insinuaient dans le chaos. Pour le commun, la guerre était une lente érosion de la vie, non une épopée d'honneur. Au Moyen Âge, la guerre n'était pas toujours menée pour des terres ou du pouvoir. Elle était souvent justifiée par la foi. Les croisades furent lancées comme des guerres saintes, les papes déclarant que ceux qui combattaient seraient absous de leurs péchés. Les chevaliers portèrent que des croix sur leur armure et leurs bannières, convaincus d'être des soldats de Dieu. Des prêcheurs parcouraient les villages, décrivant avec ferveur la gloire divine à ceux qui prendraient haut les armes contre les infidèles. Cet élan religieux brouillait la frontière entre foi et violence. Pour beaucoup, tuer au nom de Dieu semblait non seulement acceptable, mais vertueux. L'approbation de l'Église offrait une couverture spirituelle à la conquête politique, à l'avidité et à la brutalité. Tandis que certains croyaient sincèrement à leur mission, d'autres y voyaient un prétexte pour le pillage et la gloire. La religion devint à la fois un bouclier et une épée. Pour la noblesse, la guerre au Moyen Âge était plus qu'un devoir. C'était une grande opportunité. La victoire apportait terre, titres et richesses, mais aussi prestige et influence dans les alliances matrimoniales. De jeunes seigneurs partaient à la guerre avec des rêves de gloire, espérant inscrire leur nom dans la légende ou obtenir une épouse noble par leur bravoure. Les châteaux n'étaient pas seulement des forteresses, mais des symboles de pouvoir, et les conquêtes redessinaient la carte politique. Tournois et batailles se confondaient. Tous deux étaient des arènes pour prouver sa valeur. Derrière chaque chevalier en armure se trouvait une famille avide d'ascension, une cour pleine de rivalité et un jeu de trône mené par le sang et les bannières. La guerre ne se jouait pas uniquement sur les champs. Elle s'insinuait dans les murmures, les mariages et les trahisons. L'histoire est souvent écrite par les vainqueurs, et dans la guerre médiévale, cela signifiait de grands récits d'héroïsme, tandis que les horreurs étaient commodément oubliées.
Les chroniques louaient des rois ayant mené des campagnes désastreuses, effaçant les erreurs tactiques et la souffrance des paysans. Les artistes peignaient des charges glorieuses, pas des villages affamés ou des villes en ruine. Les défaites étaient imputées à la trahison ou au jugement divin, jamais à une mauvaise direction. Les victoires, même brutales, étaient polies jusqu'à devenir des légendes. Les bardes chantaient des actes nobles tout en omettant les massacres. Cette mémoire sélective façonna la façon dont les générations futures comprirent le passé, idéalisé et aseptisé. Les vérités furent enfouies sous des couches de gloire, et la frontière entre mythe et histoire s'estompa. Il reste un passé sculpté par l'orgueil et la propagande. La guerre n'a pas seulement façonné la politique, elle a laissé son empreinte sur la pierre et le mortier. Les châteaux s'élevaient plus haut, avec des murs plus épais, des tourelles et des douves, conçus pour résister à de longs sièges. Les villes construisaient des portes fortifiées et des tours de guet. Les églises se transformaient aussi. Autrefois lieux de culte, elles devenaient des sanctuaires aux portes lourdes et aux vitraux situés en hauteur pour dissuader les envahisseurs. Les villages se regroupaient souvent autour de ces bastions pour plus de sécurité. L'architecture évoluait pour refléter la peur et la résilience. Chaque pierre posée répondait à la guerre. Repousser les ennemis, abriter les civils, protéger le grain précieux. Même les domaines nobles ajoutèrent des créneaux. Le paysage médiéval, autrefois parsemé de flèches et de maisons à colombages, se hérissait désormais de défenses en pierre. Un monde reconstruit à l'image du conflit. Le champ de bataille se tait, mais l'écho de la guerre persiste dans chaque mur brisé et chaque vie fracassée. Les vainqueurs se partagent le butin. Terre, or, titres et même prisonniers. Les familles nobles gagnent ou perdent des domaines selon leur allégeance. Les cartes sont redessinées, les frontières bougent et les villes autrefois indépendantes sont annexées. La reconstruction commence lentement. Les champs doivent être débarrassés des débris et des corps, les maisons reconstruites, les routes réparées. Les artisans et ouvriers reviennent tenter de reprendre leur vie, tandis que de nouvelles taxes sont imposées pour financer la reprise. La paix est fragile, souvent éphémère. Pour certains, c'est une opportunité de s'élever. Pour d'autres, simplement un nouveau cycle de reconstruction avant la prochaine guerre. Le coût de la gloire n'est pas payé par les rois, mais par les mains du peuple. La guerre n'a pas seulement marqué la terre, elle a façonné l'âme de la culture médiévale. Des champs de bataille sont nés des poèmes épiques, des chansons de bardes et des manuscrits enluminés, glorifiant le courage et le sacrifice. Des ménestrels parcouraient les villages, racontant des récits de chevaliers héroïques, souvent plus légendes que vérité. Les cathédrales affichaient des vitraux représentant des batailles divines, tandis que les murs des châteaux portaient des fresques de rois victorieux piétinant leurs ennemis. La guerre est devenue une muse pour les peintres, poètes et chroniqueurs. Même les moindres escarmouches donnaient naissance à des légendes exagérées, transmises de génération en génération. L'art n'était pas seulement mémoire, c'était propagande, souvenir et un moyen pour les communautés de trouver un sens au milieu de la destruction. Par les couleurs, les vers et les sculptures de pierre, la guerre s'est enracinée dans l'identité médiévale. Dans la guerre médiévale, même les règles du combat n'étaient pas laissées au hasard. Des lois coutumières ont émergé pour régir la conduite de la guerre, primitives mais essentielles. Les prisonniers de guerre étaient parfois échangés contre rançon, parfois exécutés, selon leur statut, leur richesse ou l'humeur de leurs ravisseurs. Les chevaliers étaient censés suivre le code de chevalerie, mais les fantassins n'étaient souvent soumis à aucune règle. Des accords étaient conclus entre armées adverses, trêve pendant les jours saints, respect mutuel des messagers et limites au siège. Ces règles étaient fragiles et souvent rompues lorsque le pouvoir changeait. Des documents comme la paix et trêve de Dieu ou des traités ultérieurs ont formalisé ces coutumes, préfigurant les futures lois internationales de la guerre. Même dans la brutalité, il y avait des éclairs de retenue. Au début du Moyen Âge, la loyauté était personnelle, promise aux seigneurs, non aux nations. Mais la guerre, ironiquement, a semé les graines du nationalisme. À mesure que les régions étaient ravagées puis reconstruites,
Les souffrances partagées ont forgé un sentiment d'identité collective. Les paysans, autrefois simples vassaux, ont commencé à s'identifier à leurs terres. Les chansons et récits glorifiaient non seulement les chevaliers, mais aussi les villages et royaumes entiers. Les rois ont commencé à parler de leur peuple comme d'un tout unifié, et non d'une simple masse de sujets. Drapeaux, emblèmes et langues communes sont devenus des symboles d'unité. Ce nationalisme naissant était désordonné et fragile, mais il annonçait un monde où la loyauté pourrait appartenir non à un seigneur, mais à un pays. Les visions modernes de la guerre médiévale sont souvent divisées entre deux extrêmes. D'un côté, les films romancés et les romans fantastiques dépeignent des chevaliers nobles, des duels chevaleresques et de grandes batailles pour l'honneur. De l'autre, les historiens dressent un tableau plus sombre. Boue, maladies, massacres insensés et paysans brisés pris dans le chaos. La vérité se situe quelque part entre les deux. La gloire était rare et éphémère, le sang et les traumatismes constants. Les récits contemporains, surtout dans les médias, édulcorent souvent le coup brutal de la guerre, tandis que les travaux universitaires peinent à rendre compte de l'horreur vécue. La guerre médiévale n'était pas une histoire de héros, mais de survie, de pouvoir et de souffrance humaine. C'est un récit qui mérite l'honnêteté, pas seulement le spectacle. L'émergence de la poudre à canon dans l'Europe médiévale tardive a marqué le début d'un bouleversement majeur dans l'art de la guerre. Jadis confinée aux expérimentations alchimiques orientales, la poudre noire a trouvé sa place dans les arsenaux occidentaux et sur les champs de bataille. Son utilisation initiale était maladroite. Détonation bruyante, allumage lent, explosion imprévisible, mais son impact psychologique fut immense. Le tonnerre des canons et la fumée des premières armes à feu ont brisé les attentes du combat traditionnel. Les archers et chevaliers en armure faisaient désormais face à des armes qui ignoraient toute notion d'habileté ou de chevalerie. La poudre allait bientôt faire trembler les châteaux et forcer la noblesse à reconsidérer son pouvoir. Bien que rudimentaire, cette innovation allait poser les bases d'une transformation totale de la guerre. Les premières armes à mèche étaient encombrantes et lentes. Les soldats devaient verser de la poudre, charger des balles de plomb et allumer une mèche lente pour tirer. En termes d'efficacité, elles étaient peu fiables, sujettes à des ratés sous la pluie et bien plus lentes qu'un archer entraîné. Pourtant, malgré tout cela, l'effet psychologique de ces armes était dévastateur. Le grondement tonitruant, la fumée épaisse et la mort soudaine qu'elle provoquait inspiraient la peur avant même que la balle ne touche sa cible. Les chevaux paniquaient, les lignes se brisaient et le moral s'effondrait sous l'écho des coups de feu. Pour les guerriers médiévaux habitués au choc de l'acier et au rythme des flèches, c'était le chaos. Bien que primitives, ces armes ont remodelé les champs de bataille non par leur précision, mais par la terreur qu'elles engendraient. L'âge des chevaliers a commencé à s'effondrer lorsque la poudre à canon a fait son apparition sur le champ de bataille. Jadis fierté de la guerre médiévale, un chevalier en armure complète devenait désormais une cible brillante et bruyante pour les tireurs. Les balles ignoraient les armoiries nobles et transperçaient l'acier. Un noble ne pouvait plus compter sur son statut et son armure pour dominer le combat. Le prestige social des chevaliers s'est érodé à mesure que leur efficacité militaire diminuait. Les jeunes nobles se tournèrent vers la diplomatie, la politique de cour ou l'artillerie à poudre. Les tournois, autrefois préparation à la guerre, devinrent des performances théâtrales pour les nobles nostalgiques du passé. Le chevalier, autrefois symbole de chevalerie et de puissance, était désormais dépassé, une relique romantique dans un monde explosif. Pendant des siècles, les forteresses de pierre furent des symboles de pouvoir et de protection. Mais avec l'arrivée des canons, cette illusion s'effondra, littéralement. Des murs autrefois jugés impénétrables s'écroulèrent sous des bombardements incessants. Les architectes de châteaux se hâtèrent d'adapter leur conception, construisant des murs plus bas, plus épais et des bastions inclinés pour dévier les boulets de canon. Pourtant, même la pierre la plus solide ne pouvait résister au tonnerre de l'artillerie à poudre. Les seigneurs regardaient avec horreur leurs demeures ancestrales, ayant résisté à des sièges pendant des générations, réduites en ruines en quelques jours. Le monde médiéval, autrefois défini par des forteresses imposantes et une force défensive,
faisait face à une nouvelle réalité. Aucun mur n'était sûr, aucune forteresse invincible. Le canon ne brisa pas seulement la pierre, il brisa les anciennes règles de la guerre. Les jours des bandes de mercenaires, loyales uniquement alors, étaient décomptés. À mesure que les royaumes se centralisaient, les souverains commencèrent à former des armées nationales, salariées, en uniforme et responsables. Ces premières forces nationales furent entraînées selon des exercices standardisés et servaient sous des bannières royales plutôt que sous des seigneurs privés. Ce fut un changement majeur. Les soldats n'étaient non plus des agents libres, ils devenaient des rouages dans une machine étatique. La solde venait du trésor, non de la bourse d'un noble. La discipline, et non la gloire personnelle, devint la valeur centrale. Ce changement posa les bases des institutions militaires modernes. Alors que la loyauté envers un salaire remplaçait celle envers un commandant, cela apporta aussi une plus grande cohésion et efficacité. Le soldat professionnel était né, et avec lui, la première véritable armée nationale. Avec la formation d'armées nationales, les États médiévaux furent confrontés à un nouveau défi, transformer le chaos en efficacité. Un système d'enregistrement militaire officiel vit le jour. Les recrues étaient inscrites dans des registres, nom, origine, armes et même traits physiques. Les commandants disposaient désormais de listes claires et pouvaient planifier plus efficacement. Les camps d'entraînement furent standardisés à travers le royaume, mettant l'accent sur le travail d'équipe, les formations et la discipline, plutôt que sur la bravoure individuelle. Des inspecteurs, souvent envoyés par la couronne, veillaient à ce que les unités répondent aux attentes royales. Cette structure bureaucratique réduisit la corruption et le désordre. Pour la première fois, la loyauté d'un soldat se mesurait non seulement par le sang versé, mais aussi par les registres conservés. Ce système d'ordre inaugura une nouvelle forme de guerre, gérée non seulement par le courage, mais aussi par la paperasse et la logistique. À mesure que le Moyen-Âge déclinait, la nature de la guerre changea radicalement. Les batailles n'étaient plus des affaires personnelles entre seigneurs en conflit ou des vendettas privés réglés sur des champs boueux. La guerre devint une stratégie nationale. Les monarques dirigeaient désormais des campagnes avec des objectifs politiques clairs. Sécuriser les frontières, étendre leur influence ou écraser les rébellions. Les conseils royaux se réunissaient pour planifier des opérations à long terme. Et les ministres allouaient des fonds non seulement pour les soldats, mais aussi pour l'infrastructure. Routes pour le déplacement des troupes, greniers pour les provisions, fortifications pour la défense. La couronne considérait la guerre comme une extension du gouvernement. Le succès militaire signifiait désormais plus que l'honneur. Il s'agissait d'assurer la survie de l'État. La guerre, autrefois personnelle et chaotique, était devenue institutionnalisée, transformant les rois en généraux et leurs royaumes en machines de guerre. À mesure que la guerre médiévale évoluait, la collecte de renseignements devenait un outil crucial. Les souverains commencèrent à déployer des espions non seulement pour suivre les mouvements ennemis, mais aussi pour infiltrer les cours, recueillir des secrets et diffuser de la désinformation. Les premières unités de renseignement militaire se formèrent dans l'ombre. Des scribes déchiffraient des lettres interceptées, des marchands servirent d'informateurs et des messagers transportaient des parchemins codés. La désinformation devint une nouvelle arme, fausses lettres, rumeurs mensongères et mouvements de troupes simulés destinés à troubler et démoraliser l'ennemi. Le champ de bataille dépassait désormais les épées et les canons. La victoire reposait aussi sur la tromperie. Les rois commencèrent à apprécier autant les cryptographes et espions que les généraux. Ainsi naquirent les racines de l'espionnage militaire moderne, non pas dans des batailles spectaculaires, mais dans les recoins faiblement éclairés des salles de guerre. À mesure que les guerres devenaient des entreprises nationales, les souverains commencèrent à imposer la conscription obligatoire. Les jeunes hommes des villages et des villes n'étaient plus invités, ils étaient sommés de servir. Des tambours parcouraient les rues en lisant les décrets royaux. Des bannières portant le sceau du roi ornaient les places publiques, exigeant que chaque homme éligible se présente. Ceux qui refusaient étaient humiliés ou punis. Le service militaire devint un symbole de fierté nationale, avec des défilés, des chansons et des serments de loyauté. La propagande diffusait l'idée que mourir pour sa patrie était noble, voire glorieux.
L'État, autrefois distant, s'immisçait désormais profondément dans la vie de ses citoyens, façonnant leur destin par la guerre. Ainsi, l'identité nationale fut forgée non seulement par les frontières, mais par le sang partagé sur les champs de bataille. À la fin de l'époque médiévale, le champ de bataille s'était transformé au point d'être méconnaissable. La poudre à canon, les armées nationales organisées et le commandement centralisé avaient remplacé les chevaliers, les châteaux et les levées féodales. La guerre n'était plus le domaine des familles nobles, mais celui des bureaucrates, des ministres et des trésors d'État. Les forteresses s'effondraient sous le feu de l'artillerie. Les armures furent abandonnées au profit de la mobilité. L'épée céda la place au mousquet. Avec la naissance de l'organisation militaire moderne, le Moyen-Âge entra dans l'histoire. Ce changement marqua non seulement une évolution technologique, mais aussi une transformation du pouvoir. La loyauté envers le roi remplaça la fidélité au seigneur, et les intérêts nationaux éclipsèrent la gloire personnelle. C'était la fin de la chevalerie et le début de la guerre moderne. Les guerres du Moyen-Âge ont laissé bien plus que des ruines et des cicatrices. Elles ont laissé des leçons gravées dans les os de l'histoire. Du chaos des épées s'entrechoquant et des charges tonitruantes de cavalerie est né un modèle d'organisation, de discipline et de loyauté inébranlable. Les armées médiévales, malgré leur brutalité, nous ont appris la puissance de l'unité fondée sur une croyance commune et la force tirée de la loyauté envers une cause, un roi ou une famille. Elles montrent comment les humains, unis par un but commun, peuvent surmonter même les obstacles les plus insurmontables. Ces leçons ont survécu aux armures et aux flèches. Elles résonnent encore aujourd'hui dans les doctrines militaires, les dynamiques d'équipe et les structures de leadership. Le Moyen-Âge est peut-être révolu, mais les valeurs forgées sur ces champs de bataille façonnent encore le présent. Au-delà des épées et des armures, l'héritage militaire du Moyen-Âge résonne encore aujourd'hui. Les techniques utilisées pour construire des châteaux imprenables, fossés, ponts-levis, murs superposés, ont jeté les bases des fortifications modernes. Les tactiques de champs de bataille comme la phalange, les manœuvres de contournement et l'utilisation du terrain sont encore étudiées dans les académies militaires. Mais c'est peut-être l'esprit de discipline inculqué aux soldats qui perdure le plus. La hiérarchie stricte, la chaîne de commandement et le sens partagé du devoir. Ces principes ont évolué, mais n'ont pas disparu. Que ce soit dans les armées d'aujourd'hui ou dans les institutions organisées, les échos de la stratégie et de l'organisation militaire médiévale continuent de guider notre manière de protéger, planifier et persévérer. Le passé, il s'avère, n'est pas si lointain. Même des siècles après le Moyen-Âge, les chevaliers et les armées médiévales demeurent immortels dans la culture populaire. Des épopées hollywoodiennes comme Braveheart et Kingdom of Heaven, aux blockbusters fantastiques tels que Game of Thrones et The Witcher, le guerrier en armure est devenu un symbole d'honneur, de bravoure et de mystère. Les jeux vidéo permettent aux joueurs d'endosser le rôle de soldats médiévaux, de commander des armées ou de se battre à l'épée. Même les bandes dessinées modernes et les animes réinterprètent le code chevaleresque et les tactiques médiévales avec des touches futuristes. L'attrait ne réside pas seulement dans la violence ou les batailles, mais dans les codes moraux, la loyauté et le drame qui entouraient la guerre médiévale. Ces histoires offrent une fenêtre romancée sur une réalité brutale, nous rappelant à quel point l'héritage du Moyen-Âge façonne encore notre imagination. Au-delà des livres d'histoire, la guerre médiévale survit à travers les légendes transmises oralement. Des contes populaires comme celui de Robin des Bois, un archer habile volant aux riches pour aider les pauvres, reflètent la résistance contre les dirigeants oppressifs et l'idéal de justice. Le mythe du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde incarne la chevalerie, l'unité et la quête éternelle de la justice. Ces récits, souvent exagérés ou entièrement fictifs, ont captivé l'imagination de générations entières et sont devenus une boussole morale d'honneur et de bravoure. Bien qu'ils soient loin d'être historiquement exacts, leur essence est nourrie par les peurs, espoirs et aspirations réelles de la société médiévale. Dans les villages, près du feu, les bardes chantaient les grandes batailles, les nobles sacrifices et les épées magiques, estompant la frontière entre mythe et réalité. Ces récits permettaient au peuple de donner un sens à un monde brutal et de trouver une signification dans le chaos de la guerre.
Les médias modernes présentent souvent les armées médiévales comme des guerriers nobles en armure étincelante, combattant pour l'honneur et la gloire. Mais cette image idéalisée déforme la réalité. La plupart des soldats étaient des paysans mal équipés, non des chevaliers nobles. Les batailles ont été chaotiques, brutales et souvent décidées davantage par la boue, la maladie ou la faim que par la stratégie. L'image des duels chevaleresques est un mythe. Les combats réels impliquaient d'embuscades, sièges et massacres de masse. L'armure était lourde, mais pas impénétrable. Les épées se brisaient, les arcs ratèrent leur cible, et la peur régnait sur le champ de bataille. Les films et jeux vidéo amplifièrent la gloire tout en ignorant la saleté. Même la notion de loyauté était complexe. Les mercenaires changeaient souvent de camp, et la survie l'emportait sur l'honneur. En comprenant ces idées fausses, nous obtenons une vision plus claire et respectueuse de ce qu'était réellement la guerre médiévale. Une lutte sanglante, sombre et profondément humaine, et non une fantaisie d'héroïsme noble. Malgré les récits de gloire et d'honneur, la guerre médiévale était rarement héroïque. Les soldats vivaient dans la saleté, dormaient sur de la boue et mangeaient de la nourriture avariée. Les maladies faisaient souvent plus de victimes que les épées ou les flèches. La dysenterie, la peste et les blessures infectées se propageaient rapidement dans les camps surpeuplés. Le désespoir transformait les camarades en voleurs. Les batailles étaient des bains de sang, membres tranchés, cris résonnant dans les champs, corps piétinés par les sabots des chevaux. La gloire de la guerre s'effaçait sous le poids de la faim et du désespoir. Pour les paysans enrôlés par les seigneurs, combattre n'était pas un choix, c'était une condamnation. Ils mouraient dans l'anonymat pour des causes qu'ils comprenaient à peine. Derrière chaque siège et chaque charge se trouvait une masse d'hommes brisés, transis de froid et de peur, oubliés de l'histoire. La guerre, en réalité, n'était pas l'honneur, c'était l'horreur. Sous la gloire des rois et des seigneurs se trouvaient d'innombrables soldats anonymes. Des hommes qui ont vécu, combattu et sont morts dans l'oubli. C'étaient des paysans enrôlés de force, des artisans contraints de porter l'armure et de jeunes garçons envoyés au combat avant d'avoir connu l'âge adulte. Leurs histoires ne furent jamais écrites sur des parchemins ni gravées sur des monuments. Leurs noms furent oubliés avant même que leurs corps ne refroidissent. Pourtant, c'est leur sang qui a imbibé les champs, leurs dos qui ont porté les engins de siège et leurs mains qui ont tenu la ligne. Sans eux, il n'y aurait pas d'histoire de victoire ou de défaite. Le soldat médiéval n'était pas un héros chanté dans les ballades, mais une ombre perdue dans le temps. Des millions ont tout donné, sans jamais recevoir de reconnaissance. Il demeure la véritable colonne vertébrale de chaque guerre, une armée silencieuse enfouie sous les pages de l'histoire, nous rappelant que l'histoire repose souvent sur les épaules des oubliés. Dès les champs boueux des escarmouches médiévales aux exercices précis des armées modernes, la guerre a évolué de manière spectaculaire. Le changement ne réside pas seulement dans les armes, des épées aux fusils, des catapultes aux drones, mais aussi dans l'état d'esprit du combat. La guerre médiévale reposait sur l'honneur, la loyauté envers les seigneurs et la force brute. Le conflit moderne exige discipline, stratégie et une hiérarchie complexe de commandement. L'organisation militaire est passée de levée féodale à des armées professionnelles permanentes. L'entraînement s'est standardisé, la logistique est devenue cruciale et le renseignement s'est perfectionné. Même les armures ont évolué. De la cotte de maille au gilet pare-balles, chaque couche reflète les menaces de son époque. Mais une vérité demeure. Le soldat, qu'il soit vêtu de fer ou de camouflage, reste au centre de tout. L'héritage du guerrier médiéval perdure, non dans l'épée, mais dans le code de discipline, la chaîne de commandement et la volonté de se sacrifier. L'histoire ne s'est pas arrêtée avec la chute des châteaux. Elle a continué, mousquet après mousquet, botte après botte, redéfinissant la manière dont les humains se préparent à et endurent les horreurs de la guerre. Le champ de bataille médiéval était plus qu'un lieu de combat. C'était un creuset de discipline, d'unité et de buts communs. Du chaos des affrontements à l'épée et des tranchées boueuses ont émergé des leçons précieuses qui résonnent encore aujourd'hui. Nous avons appris que la véritable force ne réside pas uniquement dans la puissance physique, mais dans la cohésion, dans la compréhension de sa place au sein d'une structure plus vaste. Une armée désorganisée échoue,
peu importe le courage de ses membres. Les hiérarchies de commandement médiévales, bien que primitives selon les standards actuels, ont jeté les bases des systèmes modernes de leadership et de responsabilité. Les serments de loyauté prêtés par les chevaliers à leurs seigneurs nous ont appris le poids de l'engagement et le prix de la trahison. Plus que des tactiques militaires, ce que nous héritons, c'est la compréhension qu'une société prospère lorsqu'elle est unie par des valeurs communes, l'ordre et la responsabilité. Tout comme les châteaux étaient bâtis pierre par pierre, une société disciplinée se construit citoyen par citoyen. Le champ de bataille peut appartenir au passé, mais les plans qu'il a laissés pour le travail d'équipe, la stratégie et la responsabilité morale sont intemporels. En étudiant la manière dont les hommes combattaient, nous apprenons à mieux vivre, non pas avec des épées, mais avec de la structure. Et ainsi, nous arrivons au dernier chapitre. Sans scène de chaos, de courage, de discipline et de désespoir, nous avons marché aux côtés de soldats pieds nus et de chevaliers en armure. Nous avons vu s'élever des châteaux, assisté à des sièges, et vu d'innombrables guerriers anonymes tomber dans la boue et la gloire. Au milieu de tout le vacarme de la guerre, une voix résonne plus fort que l'acier, celle de l'histoire. Elle nous raconte non seulement comment les gens se battaient, mais pourquoi, et ce que nous devons retenir. Le Moyen-Âge n'était pas seulement une affaire d'épée et de bouclier, c'était l'histoire d'êtres humains aux prises avec la peur, la loyauté, l'ambition et la survie. Merci d'avoir parcouru ces chemins boueux du temps. Alors que nous fermons cette histoire, qu'elle soit un rappel, l'histoire n'est pas qu'un vieux récit, c'est un miroir, et parfois un avertissement. Si nous écoutons, nous pourrions apprendre à être plus forts, plus sages et plus humains. Alors emportez ce que vous avez appris, non pas pour glorifier le passé, mais pour le comprendre. Et peut-être, juste peut-être, construire quelque chose de meilleur. Le champ de bataille s'efface, les leçons demeurent.